Je m'appelle Émilie Moreau, une femme de 32 ans qui a toujours cru que la vie à Paris était un rêve éveillé, un tableau romantique où chaque rue pavée racontait une histoire d'amour éternel. Chaque matin, je me réveille dans notre appartement haussmannien du Marais, avec ses hauts plafonds ornés de moulures délicates et ses fenêtres qui laissent filtrer la lumière dorée du soleil levant sur la Seine. L'air est imprégné de l'odeur du pain frais des boulangeries voisines, et le bruit lointain des klaxons des taxis me rappelle que la ville pulse d'une énergie infinie. C'est ici que je commence ma journée, enfilant une jupe crayon et un chemisier blanc impeccable, prête à affronter le monde. Mon travail est ma passion, mon encre dans cette existence effervescente. Je suis professeur de littérature française au lycée Victor Hugo, un établissement prestigieux niché au cœur du 16e arrondissement, où les murs résonnent des échos des grands auteurs. Chaque jour, j'entre dans ma salle de classe avec un mélange d'excitation et de révérence, face à une trentaine d'adolescents aux yeux curieux ou distraits. J'enseigne les œuvres de Balzac, avec son regard acéré sur la société bourgeoise, et de Flaubert, dont les descriptions minutieuses de l'âme humaine me font vibrer. Voyez-vous, mes chers élèves, leur dis-je souvent, en arpentant la pièce d'un pas mesuré, dans Madame Bovary, Emma n'est pas seulement une femme insatisfaite, elle est le reflet de nos propres désirs inassouvis, piégés dans les conventions sociales. Leurs réactions varient, certains hochent la tête avec enthousiasme, d'autres griffonnent distraitement sur leur cahier. Mais ces moments me remplissent d'une joie profonde, comme si je transmettais un feu sacré qui pourrait illuminer leur vie future. Après les cours, je rentre souvent à pied, traversant les ponts de la Seine où les bouquinistes étalent leurs trésors jaunis par le temps. J'aime m'arrêter pour feuilleter un vieux volume de Proust, sentant le papier craquer sous mes doigts, et imaginant les vies qui ont tourné ces pages avant moi. C'est dans ces instants solitaires que je me sens pleinement moi-même, loin des regards et des attentes. Mais la réalité me rattrape vite, notre vie familiale, qui paraît si idyllique de l'extérieur. Mariée depuis 4 ans à Antoine Leclerc, un avocat ambitieux chez un cabinet renommé de la place Vendôme, je vis dans un cocon que beaucoup envieraient. Antoine est l'incarnation du charme parisien, grand, aux cheveux bruns légèrement ondulés, avec un sourire qui pourrait désarmer n'importe quel jury. Il excelle dans les affaires complexes, défendant des clients fortunés avec une éloquence qui force l'admiration. Nos amis le surnomment « le maître des mots », et il adore sa pointe. Nos soirées sont souvent consacrées à des dîners avec ses mêmes amis, dans des restaurants chics comme ceux du quartier Saint-Germain-des-Prés. Nous nous asseyons autour de tables éclairées à la bougie, commandant des escargots persillés ou du foie gras, tandis que le vin rouge coule à flots. Antoine domine la conversation, racontant des anecdotes de tribunal avec un talent narratif qui captive l'assemblée. Imaginez, chers amis, dit-il en levant son verre, ce client accusé de fraude fiscale, et moi qui retourne la situation en 1 heure. Les rires fusent, et je souris poliment, fier de notre couple, de cette image parfaite que nous projetons. Je pose parfois une main sur son bras, sentant la chaleur de sa peau à travers sa chemise sur mesure, et me rappelant pourquoi je suis tombée amoureuse de lui, son intelligence vive, son ambition qui semblait complémenter la mienne. Pourtant, sous cette façade de normalité polie, une tension subtile commence à s'installer, comme une ombre qui s'allonge au crépuscule sur les toits de Paris. Cela a commencé par de petites choses, presque insignifiantes au début. Antoine a pris l'habitude de commenter mes choix vestimentaires avec une insistance croissante. « Émilie, ma chérie, cette robe est charmante, mais pour dîner avec mes collègues, tu devrais opter pour quelque chose de plus élégant, non? Quelque chose qui reflète mon statut. » Il le dit toujours avec un sourire charmant, ses yeux bleus pétillants d'une affection apparente, mais je sens une pointe de critique sous-jacente. Au début, je l'ignore, attribuant cela à son stress professionnel. Après tout, son métier est exigeant, des nuits blanches à préparer des plaidoiries, des appels incessants de clients paniqués. C'est pour ton bien, ma chérie, ajoute-t-il invariablement, en m'embrassant sur le front. Je hausse les épaules et change de tenue, me convainquant que c'est un geste d'amour, une façon de nous harmoniser. Mais au fond de moi, une petite voix murmure que quelque chose cloche, comme un dissonant dans une symphonie parfaite. Ce matin-là, par exemple, en préparant le petit déjeuner dans notre cuisine moderne au comptoir de marbre, je verse le café dans nos tasses préférées, celles que nous avons achetées lors de notre lune de miel en Provence. L'arôme riche emplit l'air, mêlé à celui des croissants chauds que j'ai achetés en bas de l'immeuble. Antoine entre, impeccablement vêtu d'un costume gris anthracite, son attaché-caisse à la main. Il prend une gorgée et fronce les sourcils. « Émilie,
Ce café est trop amer aujourd'hui. Tu as oublié de mesurer correctement? Sa voix est calme, mais tranchante, comme un scalpel. Je sens une pointe d'irritation me traverser, un feu bref qui s'allume dans ma poitrine. Désolé, Antoine, je ferai mieux demain, réponds-je en forçant un sourire, tout en versant du sucre supplémentaire dans sa tasse. Il hoche la tête, satisfait, et part pour le bureau sans un baiser d'au revoir. Notre routine quotidienne cache ses fissures grandissantes, des silences prolongés lors des repas, où le cliquetis des couverts semble amplifié par le vide entre nous, des regards fuyants quand je pose une question sur sa journée, comme s'il protégeait un secret. Je me dis que c'est passager, que l'amour triomphera, comme dans les romans que j'enseigne. Après tout, nous avons traversé des tempêtes avant, les premiers mois de mariage, avec ses ajustements inévitables, ou cette fois où il a perdu un gros dossier et s'est renfermé pendant des jours. Mais l'Atli, ces moments se multiplient. Lors d'une promenade dominicale au jardin des Tuileries, sous un ciel d'automne parsemé de nuages cotonneux, je surprends Antoine au téléphone. Nous marchons main dans la main, admirant les statues et les fontaines, quand son portable sonne. Il s'éloigne légèrement, prétextant un appel professionnel, mais je l'entends rire avec une intonation trop intime, trop familière pour un client. « Oui, bien sûr, on se voit bientôt, » murmure-t-il, sa voix basse et veloutée. Il raccroche vite en me voyant approcher, un sourire plaqué sur le visage. « C'était un collègue pour une affaire urgente, » explique-t-il nonchalamment, en reprenant ma main. Mon cœur se serre, un œuf froid se formant dans mon estomac, mais je chasse le doute. « Bien sûr, » dis-je en souriant, tout en sentant une crevasse s'ouvrir en moi. Et la vie continue, avec ses apparences trompeuses, ses rituels qui masquent l'usure. Le soir, dans notre lit au drap de soie, je me blottis contre lui, cherchant la chaleur d'antan, mais son corps semble distant, comme si une barrière invisible s'était érigée. Je ferme les yeux, invoquant les souvenirs de nos débuts, notre rencontre dans un café du Latin, où il m'avait séduite avec des citations de Baudelaire, notre mariage à la mairie du 4e arrondissement, sous une pluie de confettis, les voyages en Italie, où nous nous perdions dans les ruelles de Rome. Ces images me réconfortent, me convainquent que notre mariage est solide, ancré dans une fondation d'amour vrai. Pourtant, au milieu de la nuit, quand le silence de l'appartement est rompu seulement par le tic-tac d'une horloge ancienne, je reste éveillé, fixant le plafond. Les doutes s'insinuent comme la brume sur la Seine, et je me demande si cette normalité n'est qu'un voile fragile sur un abîme grandissant. Mais pour l'instant, je m'accroche, espérant que le soleil du matin dissipera les ombres. Paris, avec ses boulevards animés et ses cafés bruissants de conversation, continue de tourner autour de nous. Je croise des couples enlacés sur les bancs publics, et je me surprends à envier leur insouciance apparente. Au lycée, mes leçons prennent une teinte plus personnelle, en parlant de la trahison dans le rouge et le noir de Stendhal, je sens un écho dans ma propre vie. La société nous impose des masques, dis-je à mes élèves, ma voix légèrement tremblante. Mais sous eux, les passions bouillonnent. Ils notent, indifférents, mais ces mots me hantent. Antoine rentre tard ce soir-là, prétextant une réunion. Je l'attends avec un dîner préparé, un coq au vin mijoté pendant des heures, mais il picore à peine, les yeux rivés sur son téléphone. « Tout va bien ?» demandai-je, en versant du vin. « Parfaitement » répond-il, mais son sourire ne atteint pas ses yeux. Les jours se fondent en une routine confortable mais étouffante. Je me promène seul le long des quais, achetant des fleurs chez un marchand ambulant pour égayer notre salon. Les tulipes rouges me rappellent notre anniversaire, mais même cela semble lointain. Antoine commente maintenant mes lectures. « Pourquoi perds-tu ton temps avec ces vieux romans ? Lis plutôt des livres sur le droit, ça pourrait t'aider à comprendre mon monde. » Sa voix est douce, mais possessive, comme s'il remodelait mon univers à son image. Je ris pour désamorcer, mais intérieurement, une rébellion couve. Pourtant, je reste, attaché par l'habitude, par l'amour résiduel, par la peur du vide. C'est ainsi que commence notre histoire, dans cette bulle parisienne où le glamour cache les craquelures. Je suis Émilie, une femme qui croit encore au happy end, mais dont l'âme perçoit les premiers signes d'une tempête imminente. La normalité est un mirage, et sous elle, la tension grandit, prête à éclater. Les jours passent comme un fleuve tranquille en surface, mais sous les eaux calmes de notre vie parisienne, des courants sombres commencent à tourbillonner. Je sens cette évolution insidieuse dans les remarques d'Antoine, qui se font de plus en plus insistantes, comme des gouttes d'acide qui rongent peu à peu le tissu de notre relation.
Au début, je les balayais d'un revers de main, me convainquant que c'était le fruit de son épuisement professionnel, de ses longues heures passées au cabinet à décortiquer des dossiers complexes sous les lustres cristallins de la place Vendôme. Mais maintenant, chaque mot semble calculé, chaque regard un peu plus perçant, comme s'il tissait une toile autour de moi. Un soir, après une journée particulièrement harassante au lycée Victor Hugo, je rentre chez nous les épaules lourdes, le sac rempli de copies à corriger qui pèsent comme un fardeau symbolique. Les rues du Marais sont animées, des couples flânent main dans la main, des rires s'échappent des terrasses des cafés, et l'air automnal porte l'odeur des châtaignes grillées vendues par un marchand ambulant. Je pousse la porte de l'appartement, aspirant à un moment de paix, peut-être un baiser chaleureux et un verre de vin partagé. Mais Antoine est déjà là, assis dans le salon aux meubles design, ce canapé en cuir italien qu'il a insisté pour acheter, arguant que cela reflétait notre niveau de vie. Il tient un verre de Bordeaux à la main, le liquide rougeoyant capturant la lumière tamisée de la lampe art déco. Son expression est un mélange d'inquiétude feinte et d'accusation voilée. « Émilie, pourquoi n'as-tu pas répondu à mes messages aujourd'hui ? » J'étais inquiet, lance-t-il d'un ton qui sonne comme un reproche plutôt qu'une réelle préoccupation. Ses yeux bleus que j'adorais autrefois pour leur profondeur océanique, me fixent avec une intensité qui me met mal à l'aise. Je pose mon sac par terre, sentant la fatigue me submerger comme une vague. Désolé, Antoine, j'avais une réunion imprévue avec le proviseur. On discutait des programmes pour l'année prochaine, et mon téléphone était en mode silencieux. Je m'approche pour l'embrasser, mais il secoue la tête, comme si ma réponse ne suffisait pas. « Tu dois être plus attentive, ma chérie. Imagine si quelque chose m'arrivait ? Si j'avais un accident en route pour le tribunal, et que tu ne répondais pas ? » Sa voix monte d'un cran, et je sens une culpabilité artificielle s'insinuer en moi, comme s'il me rendait responsable de scénarios imaginaires. Je m'excuse encore, murmurant des mots apaisants tout en me servant un verre d'eau dans la cuisine adjacente, où les ustensiles en acier inoxydable brillent sous les spots encastrés. Mais intérieurement, une irritation grandit. Pourquoi transforme-t-il une simple omission en drame personnel ? Ce n'est pas la première fois. Déjà la semaine dernière, il avait insisté pour que je lui envoie un message toutes les 2 heures lors d'une sortie avec des collègues, sous prétexte de sécurité dans cette ville folle. À l'époque, j'avais ri, le trouvant protecteur. Maintenant, cela ressemble à un contrôle déguisé. Son comportement devient de plus en plus contrôlant, comme un étau qui se resserre lentement. Le lendemain matin, alors que je m'habille pour le travail choisissant une blouse fleurie que j'aime pour son côté bohème, contrastant avec l'austérité des salles de classe, il entre dans la chambre et inspecte ma tenue d'un œil critique. « Émilie, cette blouse est un peu trop décontractée, non ? Pour une professeure, tu devrais viser plus de professionnalisme. » Je hausse les épaules, mais il insiste, « Laisse-moi vérifier ton téléphone, juste pour voir si tu as des rappels pour la journée. » On partage tout, n'est-ce pas ? Sous prétexte de « partager nos vies », il parcourt mes messages, ses doigts glissant sur l'écran avec une familiarité possessive. Je reste là, figé, sentant une violation subtile de mon espace personnel. Oh, et ce message de Sophie ? Elle veut encore sortir ce soir ? Tes amis te font rentrer trop tard, ce n'est pas digne d'une épouse d'avocat. Elles sont de mauvaise influence, avec leur vie chaotique. Ces mots me frappent comme des flèches empoisonnées. Sophie, ma collègue et confidente, avec qui je partage des cafés après les cours pour discuter de littérature et de nos vies, devient soudain une menace dans sa bouche. Il critique mes amies une par une. Marie est trop frivole, Claire, trop ambitieuse pour son bien. Je sens une manipulation subtile à l'œuvre, comme s'il isolait mon monde pour le réduire au sien, me coupant des ancrages qui me maintiennent équilibré. C'est pour nous, Émilie, dit-il en me serrant dans ses bras, son parfum boisé envahissant mes sens. Je veux qu'on soit un couple uni, sans distraction d'extérieur. Mais dans son étreinte, je perçois une possessivité qui m'étouffe, comme les vignes qui grimpent sur les façades haussmanniennes, belles mais envahissantes. Et la tension culmine lors d'un dîner chez des amis à Montmartre, ce quartier bohème que j'adore pour ses rues escarpées et ses vues sur la basilique du Sacré-Cœur illuminée au crépuscule. Nous sommes invités chez Paul et Élise, un couple d'artistes que nous connaissons depuis l'université. La soirée s'annonce joyeuse, la table est dressée avec des plats provençaux, ratatouille fumante, fromage d'affiné, et du vin rosé frais. Les conversations fusent, sur l'art, la politique, et nos vies quotidiennes.
Je me sens revivre, loin de la routine oppressante. À un moment, je raconte une anecdote amusante sur mes élèves. Imaginez, l'un d'eux a comparé Balzac à un scénariste de série Netflix. J'ai ri, mais c'était une analyse brillante sur la critique sociale. Les invités sourient, intéressés, et Paul me pose une question pour en savoir plus. Mais Antoine intervient abruptement, sa voix coupant l'air comme un couteau. Oh, Émilie exagère toujours, n'est-ce pas? Ces histoires d'élèves sont charmantes, mais elle en rajoute pour capter l'attention. Il rit, un rire forcé qui sonne faux, encourageant les autres à le suivre. La table s'esclave poliment, mais je sens mes joues s'empourprer, une chaleur brûlante montant jusqu'à mes oreilles. Blessé au plus profond, je force un sourire, murmurant « peut-être un peu », tout en baissant les yeux sur mon assiette. Intérieurement, une tempête gronde. Pourquoi me diminue-t-il ainsi, devant nos amis? C'est comme s'il me reléguait au rôle de l'épouse distraite, effaçant ma passion pour ne laisser briller que la sienne. Le reste du dîner passe dans un brouillard, je participe à peine, mes réponses laconiques masquant la douleur qui me ronge. Plus tard, de retour dans notre appartement, seul dans la chambre tandis qu'Antoine prend une douche, je m'effondre sur le lit au drap froissé. Les larmes coulent silencieusement sur mes joues, chaudes et salées, trempant l'oreiller. Je me rappelle nos premiers jours d'amour passionné, ces week-ends à la campagne, où nous marchions main dans la main dans les vignobles de Bordeaux, riant de tout et de rien, ces nuits où il me murmurait des promesses d'éternité, son corps contre le mien comme une encre. Était-ce une illusion, un mirage créé par l'euphorie des débuts? Le doute s'insinue maintenant comme un serpent venimeux, rampant dans les recoins de mon esprit. Je commence à noter ses absences inexpliquées, ces soirs où il rentre tard, prétextant des réunions avec des clients, mais avec une chemise portant un parfum étranger, floral et entêtant, qui n'est pas le mien. C'est le travail, ma chérie, dit-il toujours avec un baiser distrait, évitant mon regard. Mon intuition crie trahison, un hurlement intérieur que je tente d'étouffer. Allongé dans le noir, écoutant le bruit de l'eau qui coule dans la salle de bain, je décide de surveiller, sans oser confronter encore. Demain, je vérifierai discrètement son agenda, noterai les incohérences. La tension monte, comme un orage approchant sur la Seine, où les nuages noirs s'amoncellent au loin, promettant une averse violente. Paris, avec ses lumières scintillantes visibles depuis notre fenêtre, semble soudain une toile de fond pour un drame imminent. Je ferme les yeux, mais le sommeil me fuit, remplacé par une vigilance nouvelle, aiguisée par la peur et la détermination naissante. Les semaines suivantes amplifient cette spirale. Antoine multiplie les gestes contrôlants, il insiste pour choisir mes tenues pour les sorties, arguant que « je sais ce qui te met en valeur », il critique mes achats, même les plus anodins, comme ce livre de poésie que j'ai acheté chez un bouquiniste. Pourquoi dépenser pour ça? Lis plutôt des revues juridiques, ça élargirait tes horizons. Sa voix est toujours suave, enveloppée d'un vernis d'affection, mais je sens le piège se refermer. Lors d'une promenade solitaire au Luxembourg, sous les arbres aux feuilles roussies par l'automne, je respire enfin librement, loin de son regard. Les enfants jouent près de la fontaine, et je m'assois sur un banc, un café à la main, réfléchissant à cette évolution. Comment en sommes-nous arrivés là? Était-ce latent depuis le début, ou ai-je changé sans m'en rendre compte? Un après-midi, en rentrant plus tôt du lycée à cause d'une grève des transports, je le surprends au téléphone dans son bureau. La porte est entrebâillée, et sa voix basse porte jusqu'à moi. Oui, chérie, bientôt. Elle ne se doute de rien. Mon cœur s'arrête, je recule silencieusement, le sang battant à mes tempes. Qui est cette chérie? Le soir, il rentre avec des fleurs des roses rouges, mes préférées et un sourire conquérant. Pour toi, pour nous excuser de ces petites tensions. Je les accepte, mais mes mains tremblent. Intérieurement, la graine du doute germe en une plante robuste. Je commence un journal secret, notant chaque incident, chaque parole blessante, comme des preuves pour un procès invisible. Et la manipulation est un art subtil qu'Antoine maîtrise à la perfection. Il alterne critique et compliments, me gardant en équilibre précaire. Un jour, il loue ma cuisine avec effusion, le lendemain, il se plaint de mon manque d'organisation. Cela me désoriente, me fait douter de ma propre perception. Lors d'une soirée cinéma à la maison, blotti contre lui sur le canapé, je sens son téléphone vibrer incessamment. C'est le bureau, marmonne-t-il en l'éteignant. Mais je sais que c'est un mensonge, l'écran a affiché un prénom féminin fugace.
La nuit, seule avec mes pensées, je pleure à nouveau, mais cette fois, les larmes sont mêlées de colère. Pourquoi tolérais-je cela? Mon intuition, cette voix intérieure que j'ai trop longtemps ignorée, hurle maintenant, trahison, manipulation, réveille-toi, pourtant, je ne confronte pas encore. La peur me retient, peur de briser notre vie, peur de l'inconnu, peur de confirmer mes soupçons. Au lieu de cela, je surveille, observant ses gestes, ses absences. La tension monte inexorablement, comme l'approche d'un orage sur la Seine, où les eaux paisibles se rident sous le vent croissant. Paris, ma ville adorée, devient le décor d'un thriller personnel, où chaque ombre cache un secret. Je marche dans les rues, le cœur lourd, mais une étincelle de résistance s'allume en moi, prête à embraser tout. C'était une soirée qui s'annonçait comme un sommet de glamour parisien, une de ces réceptions professionnelles où les lumières des chandeliers rivalisent avec les étoiles au-dessus de la capitale. L'hôtel de Crillon, ce palais emblématique place de la Concorde, avec ses façades néoclassiques et ses salons ornés de dorures et de marbres précieux, accueillait ce soir-là une assemblée d'avocats parisiens, de juges influents et de clients fortunés. L'air était embaumé d'un mélange de parfums sophistiqués Chanel numéro 5, notes boisées de Dior et de l'arôme subtil des canapés au caviar servis par des serveurs en livrée impeccable. J'avais passé l'après-midi à me préparer, choisissant avec soin une robe rouge élégante, fluide et cintrée à la taille, achetée chez un couturier du faubourg Saint-Honoré. Le tissu soyeux caressait ma peau, et je m'étais maquillée avec un rouge à lèvres assorti, espérant raviver une étincelle de complicité dans notre couple. Ce soir, tout ira bien, me disais-je en me regardant dans le miroir de notre appartement, ajustant une boucle d'oreille en perles. Antoine m'avait invité avec enthousiasme, c'est important pour ma carrière, et tu seras parfaite à mes côtés. Son baiser sur ma joue avait semblé sincère, et j'avais voulu y croire, chassant les doutes accumulés ces dernières semaines. Nous arrivons en taxi, sous un ciel crépusculaire où les lumières de la ville commencent à scintiller comme des diamants éparpillés. Antoine, impeccable dans son smoking sur mesure, me tient la main en montant les marches du Crillon, saluant d'un signe de tête le portier en uniforme. À l'intérieur, la réception bat son plein. Des rires cristallins fusent, des verres teintent, et une musique de chambre discrète, un quatuor à cordes jouant du Mozart enveloppe l'atmosphère. Dès notre entrée dans le grand salon, Antoine se transforme en maître de cérémonie. Il me présente à un groupe de collègues avec une assurance qui frise l'arrogance. Voici ma charmante épouse, Émilie, qui enseigne la littérature aux adolescents turbulents du lycée Victor Hugo. Son ton est condescendant, comme si mon métier n'était qu'une anecdote amusante, un hobby charmant comparé à ses plaidoiries au tribunal. Je souris poliment, serrant des mains gantées de bijoux, mais intérieurement, une petite pique me traverse. Pourquoi minimise-t-il toujours ce que je fais? Les invités hochent la tête avec des sourires convenus, et l'un d'eux, un homme d'une cinquantaine d'années aux tempes grisonnantes, lance « Ah, la littérature !» C'est si poétique, loin de nos batailles juridiques. Je ris légèrement, mais le malaise s'installe déjà, comme une ombre furtive dans cette pièce illuminée. La soirée progresse, et je navigue entre les conversations, un verre de champagne à la main, des bulles fines qui pétillent sur ma langue, me donnant un semblant de légèreté. Antoine brille, comme toujours, il raconte une victoire récente au tribunal, sa voix résonnant avec une éloquence théâtrale, captivant un cercle d'admirateurs. Messieurs, dames, imaginez, un dossier de fraude internationale, et moi qui démonte l'accusation en une plaidoirie de 2 heures. Les applaudissements discrets suivent, et je me tiens à ses côtés, fier en apparence, mais sentant une distance grandir. Au milieu de la soirée, alors que je discute avec un collègue d'Antoine, un jeune avocat aux yeux vifs nommé Julien, les choses prennent une tournure inattendue. Julien me complimente sur un article que j'ai publié dans une revue académique sur la littérature française du XIXe siècle. Votre analyse de Flaubert dans cet essai est brillante, Émilie. Vous capturez si bien l'essence de l'ennui bourgeois. Excitée, je sens une chaleur monter en moi, une passion longtemps réprimée qui s'éveille. Je commence à en discuter avec enthousiasme, ma voix gagnant en assurance. Oui, Flaubert dépeint l'âme humaine avec une précision chirurgicale. Pensez à Emma Bovary, elle n'est pas juste une rêveuse, elle incarne la rébellion contre les chaînes sociales, une quête de liberté qui résonne encore aujourd'hui. Julien hoche la tête, intéressé, et 2 autres invités se joignent à nous, posant des questions. Pour la première fois de la soirée, je me sens vivante, valorisée pour mes idées,
pas juste pour être l'épouse d'Antoine. Soudain, Antoine surgit dans le cercle, son verre à la main, un sourire plaqué sur le visage qui ne trompe pas mon intuition aiguisée. Il pose une main sur mon épaule, un geste possessif qui me fait frissonner intérieurement. « Oh, Émilie, ne les ennuie pas avec tes théories scolaires », lance-t-il d'une voix forte, coupant court à ma phrase. « Tu sais bien que ce n'est pas ton fort, les débats intellectuels. Laisse ça aux professionnels comme nous. » Il rit, un rire tonitruant et forcé, comme s'il venait de lancer une boutade irrésistible. La salle suit, des rires polis et étouffés résonnant autour de moi, amplifiés par l'acoustique du salon. Je reste figé, les mots coincés dans ma gorge, sentant mes joues s'empourprer comme si on m'avait giflé en public. L'humiliation est cuisante, un feu qui consume mon estomac et monte jusqu'à mes yeux. Les regards des invités se posent sur moi, certains pitoyants, d'autres amusés, comme si j'étais une enfant réprimandée. Julien baisse les yeux, mal à l'aise, et le cercle se disperse subtilement. « Excusez-la, elle est fatiguée », ajoute Antoine avec une fausse sollicitude, sa main serrant plus fort mon épaule, comme pour m'ancrer dans mon rôle d'épouse effacée. Je murmure une excuse inaudible, « Pardonnez-moi », et m'éclipse vers les toilettes, mes talons claquant sur le sol marbré comme des coups de marteau sur mon cœur. Dans le sanctuaire des lavabos, entouré de miroirs ornés et de fleurs fraîches, je m'effondre contre le mur, les larmes coulant enfin librement. Mon reflet me renvoie l'image d'une femme brisée, le mascara qui coule en traînées noires, les yeux rougis, la robe rouge qui semble maintenant criarde, ridicule. Piégée dans un rôle que je n'ai pas choisi, je me sens comme une marionnette dont les fils sont tirés par Antoine. Pourquoi fait-il cela? Pour me garder petite, pour que sa lumière éclipse la mienne? Les sanglots me secouent, silencieux mais violents, et je presse une serviette contre ma bouche pour étouffer le bruit. Les minutes s'étirent, interminables, tandis que je tente de recomposer mon visage un peu d'eau froide, une retouche de maquillage mais l'âme reste fracturée. De retour dans la salle, je feins la normalité, souriant aux invités qui m'évitent maintenant subtilement. Antoine m'accueille avec une inquiétude feinte. « Ça va, ma chérie? Tu es si sensible ces temps-ci. » Ses mots sont doux, mais ses yeux trahissent une satisfaction perverse, un éclat triomphant qui me glace le sang. Il m'embrasse sur la tempe, un geste public qui renforce son contrôle, et la soirée continue comme si de rien n'était. Mais pour moi, tout a changé. Sur le chemin du retour, dans le taxi qui file le long des Champs-Élysées illuminés, je reste silencieuse, fixant les lumières floues à travers la vitre embuée. Antoine parle de la réception, de ses contacts noués, ignorant ou feignant d'ignorer la tempête en moi. Cette nuit-là, dans notre lit au drap de coton égyptien, je reste éveillée, revivant la scène en boucle comme un film cauchemardesque. Chaque mot d'Antoine résonne dans ma tête, chaque rire des invités une lame qui entaille mon âme plus profondément. La trahison n'est plus subtile, c'est une arme affûtée, forgée dans la manipulation quotidienne, qui vise à me détruire pièce par pièce. Paris, avec ses lumières éclatantes visibles depuis notre fenêtre, la tour Eiffel scintillant au loin, les bateaux-mouches glissant sur la Seine semblent soudain une prison dorée, un décor somptueux pour une captivité invisible. Je jure intérieurement de ne plus tolérer cela, de briser les chaînes qui m'entravent. Mais la peur me retient, peur de l'inconnu, peur de la solitude, peur de confronter l'homme que j'ai aimé. Allongé dans le noir, écoutant la respiration régulière d'Antoine à mes côtés, je sens une résolution naître au milieu des larmes séchées. Demain, peut-être, je commencerai à changer. Pour l'instant, l'humiliation pulse en moi comme une plaie ouverte, me rappelant que la normalité n'était qu'un masque, et que sous lui, le vrai visage de notre mariage se révèle enfin. Les jours suivants, l'écho de cette soirée me hante. Au lycée, mes leçons sur la trahison dans les œuvres de Zola prennent une teinte personnelle, je parle de l'humiliation sociale avec une ferveur nouvelle, et mes élèves me regardent avec curiosité. « Madame, vous semblez si impliquée », dit l'un d'eux. Je souris faiblement, mais intérieurement, je bouillonne. Antoine, lui, agit comme si rien ne s'était passé, des fleurs livrées au bureau, un dîner romantique au restaurant. « C'était juste une blague, ma chérie », dit-il un soir, en versant du vin. Mais je sais que c'était plus que cela, un acte délibéré pour me rabaisser. La ville, avec ses boulevards animés et ses cafés bruissants, devient un labyrinthe où je cherche une issue. Je marche seul le long de la Seine, le vent froid fouettant mon visage, et je me promets, plus jamais. Pourtant, la peur persiste,
un ancre qui me retient au fond. L'humiliation publique a ouvert une brèche, et par elle, la lumière de la vérité commence à filtrer, illuminant les ombres de notre vie commune. Les semaines qui suivent la réception au crayon sont un long tunnel sombre où chaque jour apporte son lot de souvenirs acérés. L'humiliation publique reste gravée en moi comme une brûlure qui refuse de cicatriser. Je revois sans cesse les regards des invités, leurs rires étouffés, la main possessive d'Antoine sur mon épaule, et surtout ces mots qui m'ont réduite à une caricature ridicule. Le soir, quand je ferme les yeux, la scène se répète en boucle, la robe rouge qui me semblait si belle devient soudain un drapeau de honte. Je me réveille souvent au milieu de la nuit, le cœur battant, les draps trempés de sueur froide. Paris, que j'aimais tant, semble maintenant m'observer avec indifférence à travers les fenêtres de notre appartement, les toits de zinc luisants sous la pluie fine, les lumières des réverbères qui dansent sur la Seine, tout me paraît lointain, comme si une vitre épaisse me séparait du monde. À Ulysse Victor Hugo, je fonctionne en pilote automatique. Je corrige les copies, je donne mes cours sur Balzac et sur les illusions perdues ironie cruelle, mais mes élèves remarquent mon air distrait. Ma voix, d'habitude vibrante quand je parle de littérature, sonne maintenant comme un écho vide. Un matin, alors que je range mes affaires dans la salle des professeurs, Sophie, ma collègue et amie la plus proche, pose une main sur mon bras. « Émilie, tu es ailleurs depuis des jours. Tes yeux sont cernés, tu ne ris plus. Qu'est-ce qui se passe ?» Sophie a toujours eu ce don de voir au-delà des apparences, ses cheveux courts teints en blond platine, son regard franc derrière ses lunettes rondes, sa façon directe de parler. Nous nous connaissons depuis 5 ans, depuis qu'elle est arrivée au lycée avec son énergie contagieuse. Je hésite un instant, la gorge serrée, puis tout sort comme un barrage qui cède. Assise sur un banc du couloir désert, je lui raconte tout, les remarques contrôlantes d'Antoine, ses critiques incessantes, l'humiliation au crayon, les rires des invités, ma sensation d'être effacée jour après jour. Les mots se bousculent, mêlés de larmes que je ne cherche plus à retenir. Sophie écoute sans m'interrompre, son visage passant de l'inquiétude à la colère contenue. Quand je termine, elle serre ma main très fort. « Émilie, ce que tu décris, c'est de la manipulation émotionnelle. Classique. Il te rabaisse pour te garder sous contrôle, pour que tu doutes de toi-même. Tu mérites tellement mieux que ça. » Ces mots tombent comme une révélation, simples et brutaux à la fois. Manipulation émotionnelle. Le terme résonne en moi, donne un nom à ce poison lent que je ressentais sans pouvoir le définir. Le soir même, seul dans un café du quartier latin que j'affectionne, un petit endroit aux murs couverts de livres anciens, où l'odeur du papier vieilli se mêle à celle du café moulu, je commande un thé et je laisse mon regard se perdre dans la vapeur qui monte de la tasse. Autour de moi, des étudiants discutent passionnément, des couples rient doucement, et moi, je me sens comme une étrangère dans ma propre ville. Je sors de mon sac un vieux carnet que je n'avais pas ouvert depuis des années, mon journal intime d'avant le mariage. Les pages craquent sous mes doigts. Je relis les lignes écrites à 27 ans, quand j'étais encore cette Émilie indépendante, celle qui voyageait seule en train à travers la France pour assister à des colloques littéraires, qui écrivait des articles la nuit dans des chambres d'hôtel modestes, qui riait avec des amis jusqu'au petit matin sans rendre de compte à personne. Aujourd'hui, j'ai défendu ma thèse sur Flaubert devant un jury impressionnant. J'ai tremblé, mais j'ai tenu bon. Je suis fière de moi. Ces mots me frappent comme une gifle. Où est passée cette femme? Quand ai-je accepté de devenir l'ombre de quelqu'un d'autre? Les larmes coulent à nouveau, mais cette fois, elles sont mêlées d'une colère sourde, dirigée contre moi-même autant que contre Antoine. À la maison, les appels d'Antoine se multiplient. Où es-tu? Il est tard. Rentre vite, je m'inquiète. Sa voix au téléphone est douce, presque tendre, mais je sens le filet se resserrer. Ce soir-là, je reste plus longtemps au café, prétextant une correction urgente. En réalité, je réfléchis. Je passe en revue les derniers mois, ces absences prolongées qu'il justifie par des dîners d'affaires, les parfums inconnus sur ces chemises que je retrouve dans le panier à linge, les messages qu'il efface précipitamment quand j'entre dans la pièce. Tout prend sens maintenant. Ce n'est pas seulement du contrôle, c'est de la trahison. Un soir, profitant d'une de ces prétendues réunions tardives, je fouille son bureau pour la première fois. Mon cœur bat si fort que j'ai l'impression qu'il va exploser. Les tiroirs sont bien rangés,
comme toujours Antoine est maniaque sur l'ordre. Je trouve son ordinateur portable, laissé allumé par négligence. Les mains tremblantes, j'ouvre sa messagerie. Et là, c'est la chute. Des échanges avec une certaine Claire, une avocate de son cabinet, je reconnais le nom. Des messages tendres, intimes, explicites. Tu me manques déjà, hier soir était incroyable, et le pire, je t'aime plus qu'elle. Bientôt, on sera libre. Mon estomac se noue, la nausée monte. Je referme l'ordinateur, les larmes brouillant ma vue. Il ne se contente pas de me manipuler, il me trompe depuis des mois, peut-être plus. Il me garde faible, effacée, pendant qu'il construit une autre vie avec elle. La trahison est totale, comme un coup de poignard en plein cœur. Les nuits deviennent des tourments. Je dors à peine, hanté par des images de lui avec cette femme, par le souvenir de l'humiliation publique, par ma propre naïveté. Je ressens la trahison comme un poison lent qui s'infiltre dans chaque cellule de mon corps. Je maigris, mes traits se creusent, et même le maquillage ne parvient plus à masquer ma fatigue. Un après-midi, lors d'une promenade solitaire le long de la Seine, le vent froid fouette mon visage, les péniches glissent lentement sur l'eau grise, je m'assois sur un banc près du Pont-Neuf et je pleure sans retenue. Les passants me regardent à peine, à Paris, on respecte la douleur des autres en l'ignorant. Et là, au milieu des sanglots, une pensée surgit, claire et puissante, je ne suis pas une victime. Ce n'est plus une simple idée, c'est une certitude qui s'enracine en moi. Je ne suis pas cette femme faible qu'il a essayé de façonner. J'ai une carrière, une passion, des amis, une intelligence. Je mérite le respect, l'amour véritable, pas cette prison dorée. J'y commence à agir en secret. Dans la librairie Shakespeare & Company, cette oasis anglophone près de Notre-Dame, je trouve des livres sur l'abus psychologique, sur la manipulation émotionnelle, sur les relations toxiques. Je les achète discrètement, les cache dans mon sac de cours. Le soir, quand Antoine dort, je lis à la lumière de mon téléphone, soulignant des passages qui décrivent exactement ce que je vis, l'alternance de critiques et de compliments, l'isolement progressif, le gaslighting subtil. Chaque page est une confirmation. Je ne suis pas folle. Ce n'est pas moi le problème. Peu à peu, je prends contact avec une avocate spécialisée en divorce, une recommandation discrète de Sophie. Nos premiers échanges se font par mail crypté, puis par téléphone quand Antoine est au bureau. Vous avez des preuves solides, me dit-elle calmement. Les messages, les témoignages d'humiliation publique, tout cela peut jouer en votre faveur. Pour la première fois, je sens un horizon s'ouvrir. Antoine remarque mon changement d'attitude, je réponds moins vite à ses appels, je souris moins à ses remarques, je passe plus de temps au travail. Tu es distante, qu'est-ce qui ne va pas, demande-t-il un soir, feignant l'inquiétude, ses yeux scrutant les miens. Je lui offre un sourire poli, neutre. Rien, je suis juste fatiguée. Mais intérieurement, une force nouvelle grandit. Je prépare ma libération, pas à pas, en silence. Je transfère discrètement des documents, je note les dates, je construis un dossier. La conscientisation est douloureuse, c'est comme arracher une couche de peau pour révéler la chair vive en dessous, mais elle est aussi libératrice. Je renais dans la souffrance, plus forte, plus lucide. Un matin, en regardant la scène depuis notre balcon, je murmure pour moi-même, bientôt. Le ciel est gris, mais pour la première fois depuis longtemps, je sens une lumière percer les nuages. La femme que j'étais revient, plus déterminée que jamais. Antoine sent le vent tourner, mais il est trop tard. J'ai ouvert les yeux, et je ne les fermerai plus. Après 4 ans de mariage, alors que je commençais à peine à rassembler les morceaux de ma dignité brisée et à envisager sérieusement une séparation, Antoine a fait quelque chose d'inattendu, quelque chose qui m'a prise complètement au dépourvu. Un soir de novembre, alors que la pluie fine tambourinait contre les vitres de notre appartement du Marais, il est rentré plus tôt que d'habitude, un sourire inhabituel aux lèvres, presque timide. Il tenait un sac de voyage à la main et une bouteille de champagne dans l'autre. « Émilie, ma chérie, a-t-il dit d'une voix douce que je ne lui connaissais plus depuis longtemps, j'ai réfléchi. On traverse une période difficile, je le sais. J'ai été distant, stressé par le travail. Mais je veux arranger les choses. Vraiment. » Il a posé le sac, ouvert la bouteille avec un pop discret, et nous a servi 2 coupes.
Ses yeux brillaient d'une lueur que j'avais oubliée, celle des premiers mois de notre histoire. Ce week-end, juste toi et moi. Je nous ai réservé un coin magique dans la forêt de Fontainebleau. On va camper, comme des aventuriers. Des bougies, du bon vin, un feu de camp. Rien que nous deux, loin de Paris, loin du bruit. Tu mérites d'être bien traitée, Émilie. Je veux te montrer que je suis toujours l'homme gentil dont tu es tombée amoureuse. J'étais méfiante. Comment ne pas l'être après tout ce que j'avais découvert? Les messages avec Claire, les humiliations, les manipulations. Pourtant, une partie de moi, cette partie naïve qui refusait encore de croire qu'il pouvait être aussi sombre, a voulu y voir une tentative sincère de rédemption. Peut-être qu'il avait compris. Peut-être que la peur de me perdre l'avait enfin réveillé. J'ai accepté, contre mon instinct, contre les conseils de Sophie qui m'avait mise en garde, ne te laisse pas attendrir, Émilie. Les manipulateurs savent exactement quand jouer la carte du regret. Mais j'avais besoin de réponses. Besoin de voir s'il restait quelque chose à sauver, ou si tout n'était que façade. J'ai préparé un petit sac, pull chaud, livre, et au fond, mon téléphone avec les captures d'écran des messages, comme un talisman de vérité. Le samedi matin, nous avons pris la voiture en direction de Fontainebleau. Antoine conduisait, une playlist de nos chansons préférées passant dans l'habitacle des airs de Gainsbourg, de Piaf, ce qu'on écoutait lors de nos premiers rendez-vous. Il parlait beaucoup, racontait des anecdotes de son enfance, riait facilement. Tu te souviens de notre premier voyage ensemble, en Toscane? On s'était perdus dans les vignobles. Je hochais la tête, souriant par politesse, mais mon cœur restait fermé. La forêt nous a accueillis avec ses immenses rochers couverts de mousse et ses arbres centenaires aux branches tordues comme des doigts de sorcière. Il avait choisi un emplacement isolé, loin des zones fréquentées, au creux d'une clairière entourée de pins et de chênes. Le silence était presque oppressant, seulement Brandt par le chant lointain d'un oiseau ou le bruissement des feuilles mortes sous nos pas. Il a monté la tente avec une efficacité surprenante, une grande canadienne luxueuse, avec matelas gonflables et sacs de couchage douillet. Il a disposé des bougies dans des photophores en verre tout autour, allumé un petit réchaud pour préparer un repas simple, du fromage, du pain, du pâté, et bien sûr, plusieurs bouteilles de vin rouge corsé. Le soleil se couchait derrière les arbres quand nous nous sommes installés près du feu de camp qu'il avait allumé avec soin. Les flammes dansaient, projetant des ombres mouvantes sur son visage, lui donnant parfois une expression presque démoniaque. Il a levé son verre, nous, Émilie. À un nouveau départ. J'ai bu une gorgée, le vin chaud descendant dans ma gorge. L'air était frais, chargé de l'odeur de la résine et de la terre humide. Pour la première fois depuis longtemps, il me touchait avec tendresse, une main sur ma joue, un baiser léger sur les lèvres. « Je t'aime » murmurait-il. « Je ne veux pas te perdre. » Je le regardais, cherchant dans ses yeux la sincérité, mais quelque chose clochait. Une tension sous-jacente, comme un acteur qui récite mal son texte. Intriguée mais méfiante, j'observais chacun de ses gestes. Et la nuit est tombée complètement, une obscurité dense que les bougies et le feu peinaient à percer. Les étoiles étaient invisibles derrière les nuages bas. Antoine a ouvert une nouvelle bouteille. Il a versé le vin dans nos verres en métal émaillé, avec des gestes lents, presque rituels. Et là, dans un instant fugace où il pensait que je ne regardais pas, j'ai vu, il a sorti quelque chose de sa poche, une petite fiole, et a versé une poudre blanche dans mon verre. Le mouvement était rapide, discret, mais la lueur des flammes a trahi le geste. Mon sang s'est glacé. Mon cœur s'est mis à cogner si fort que j'ai cru qu'il allait l'entendre. Du poison? Une drogue? Pour me rendre inconsciente? Les pièces du puzzle s'assemblaient à une vitesse terrifiante, les messages avec Claire, son insistance soudaine à m'emmener ici, isolée, loin de tout. Il voulait se débarrasser de moi. Peut-être pour elle. Peut-être pour une assurance vie dont j'ignorais l'existence. Peut-être simplement parce que je devenais gênante, maintenant que je commençais à me rebeller. Je n'ai pas paniqué. Pas extérieurement. Une calme glaciale m'a envahi, une force que je ne me connaissais pas. Feignant la naïveté, j'ai souri, pris mon verre, et quand il s'est tourné pour attiser le feu, j'ai échangé discrètement nos verres. Le métal était identique, la nuit assez sombre. J'ai bu une gorgée, lentement, puis j'ai fermé les yeux, simulant le sommeil qui viendrait.
Je suis fatiguée, Antoine, ai-je murmuré en m'allongeant sur la couverture près du feu. Ce vin est fort. Il s'est approché, m'a caressé les cheveux. Repose-toi, ma chérie. Sa voix tremblait légèrement d'excitation. J'ai gardé les yeux à peine entr'ouverts, respirant profondément, régulièrement. Quelques minutes plus tard, le bruit de branches craquant. Une silhouette a surgi derrière les arbres, sortant de l'ombre comme un spectre. Claire. Je l'ai reconnue immédiatement à sa silhouette élancée, ses cheveux blonds attachés en queue de cheval. Elle s'est approchée, un sourire victorieux aux lèvres. « On fait quoi maintenant ?» a-t-elle demandé à voix basse, mais assez fort pour que je l'entende. Antoine a ri doucement, un rire froid que je ne lui connaissais pas. « On célèbre » a-t-il répondu en buvant une grande gorgée de son vers mon ancien verre. Il en a versé à Claire, qui a bu à son tour. Ils se sont embrassés, là, à quelques mètres de moi, pensant que j'étais inconsciente. Leurs murmures me parvenaient par bribes, enfin débarrassés, l'assurance, on pourra être ensemble. Chaque mot était un coup de poignard, mais aussi une confirmation définitive de tout ce que j'avais soupçonné. 3 heures plus tard, quand les effets de la drogue ont commencé à les terrasser, leur voix devenant pâteuse, leurs mouvements lents, j'ai ouvert les yeux complètement. Le feu n'était plus que braise rougeoyante. Antoine et Claire gisaient inertes sur la couverture, respirant faiblement. Le choc m'a traversé comme une décharge électrique, ils avaient voulu me tuer. Mon mari, l'homme que j'avais aimé, avait planifié mon assassinat avec sa maîtresse. J'aurais dû hurler, m'effondrer, mais quelque chose de plus fort a pris le dessus. Une rage pure, une détermination farouche. Mon monde s'effondrait en 1000 morceaux, mais dans ces décombres naissait une nouvelle Émilie, froide, résolue. Paniquée mais lucide, j'ai fouillé leurs poches, la fiole presque vide, leur téléphone. J'ai pris des photos de tout, effacé mes traces. Puis, discrètement, j'ai appelé les secours avec le téléphone d'Antoine, donnant l'emplacement approximatif sans me nommer. 2 personnes inconscientes, peut-être une intoxication. J'ai raccroché avant qu'il pose des questions. J'ai rassemblé mes affaires, laissé la scène intacte, et je suis parti à travers la forêt, le cœur battant à tout rompre. Les branches me griffaient le visage, mes chaussures s'enfonçaient dans la boue, mais je courais vers la route la plus proche. C'était le point de rupture absolue, plus de retour en arrière possible. Plus de pardon, plus d'hésitation. Il avait franchi la ligne ultime. Je me suis juré, entre 2 sanglots étouffés, de divorcer, de le faire payer, de quitter Paris si nécessaire. La trahison ultime ne m'avait pas anéanti, elle m'avait libéré de la peur. J'étais vivante. Et pour la première fois, j'étais prête à renaître de ces cendres, plus forte que jamais. Les jours qui suivant l'incident de Fontainebleau sont un tourbillon confus de sirènes, de gyrophares et de questions auxquelles je n'ai pas à répondre directement. Les secours arrivent rapidement sur les lieux, alertés par mon appel anonyme. Antoine est retrouvé inconscient mais vivant. La dose n'était pas assez forte pour lui, ou son organisme a mieux résisté. Claire, elle, n'a pas cette chance. Les journaux parlent d'abord d'une intoxication accidentelle lors d'un week-end romantique, puis, quand les analyses toxicologiques révèlent la présence d'un sédatif puissant mélangé à une substance létale, l'affaire explose. La police ouvre une enquête pour tentative d'homicide. Antoine, hospitalisé à l'hôpital de Melun puis transféré à Paris sous surveillance, devient le principal suspect. Les médias le dépeignent comme l'avocat brillant tombé en disgrâce, et moi, je disparais dans l'ombre, effaçant toute trace de ma présence sur place. Je ne rentre pas à l'appartement du Marais. À la place, je prends une chambre d'hôtel anonyme près de la gare de Lyon, payée en espèces, le cœur encore battant au rythme de la forêt. Les nuits sont hantées par les images, le feu de camp qui vacille, leurs corps inertes, le rire froid d'Antoine quand il croyait m'avoir vaincu. Je tremble encore en repensant à ce que j'ai frôlé. Mais la peur se transforme peu à peu en une colère froide, solide, qui me donne la force de bouger. Sophie m'aide à trouver un petit studio meublé dans le 13e arrondissement, un endroit modeste avec vue sur des immeubles gris et le bruit constant du métro aérien. Pour la première fois depuis des années, je vis sans lui, sans son ombre sur chaque mur. Le premier appel d'Antoine arrive 3 jours après son réveil. Mon téléphone vibre sur la table de nuit de l'hôtel, son nom s'affiche comme une menace. Je décroche, la voix ferme malgré le nœud dans ma gorge. Émilie ? Sa voix est faible, rauque,
celle d'un homme qui sort du coma. Ma chérie. Où es-tu? J'ai besoin de toi. Il y a une pause, puis les larmes, ou du moins ce qui y ressemble. C'était un malentendu. Un terrible malentendu. Viens, je t'en prie. Je reste silencieuse un instant, laissant le poids de ces mots tomber dans le vide. Puis il continue, plus pressant, Claire, elle m'a forcé. Elle voulait te faire du mal, elle était jalouse. C'est elle qui a apporté la poudre, elle disait que c'était pour détendre l'atmosphère. J'ai bu par erreur aussi. Émilie, je t'aime. Reviens. Le mensonge est si gros, si grossier, que j'en ai presque pitié. Presque. Je raccroche sans un mot, le téléphone tremblant dans ma main. Il rappelle immédiatement. Je bloque le numéro point mais il ne s'arrête pas là. Les jours suivants, les fleurs arrivent au lycée, des dizaines de roses rouges, livrées avec des cartes manuscrites. Pardonne-moi, je suis perdu sans toi, je changerai, je te le jure. Mes collègues me regardent avec curiosité, certains avec compassion quand les rumeurs commencent à circuler. Sophie intercepte les bouquets, les jette à la poubelle sans que je les voie. Puis viennent les lettres, longues, larmoyantes, glissées sous la porte du studio que j'occupe désormais. Il écrit comme un poète repentant. Tu es tout pour moi, Émilie. Sans toi, je ne suis rien. Cette nuit dans la forêt était un cauchemar, mais on peut en sortir ensemble. Il joint des photos de nous, des plus beaux moments de notre mariage, nos vacances en Italie comme pour me rappeler une vie qui n'a jamais vraiment existé telle qu'il l'a dépeint. Ses amis, ceux qui riaient à mes dépens au crayon, m'appellent aussi. Antoine est brisé, Émilie. Il ne mange plus, il ne dort plus. Viens le voir, il a besoin de toi. L'un d'eux, Paul, le plus proche, me laisse un message vocal larmoyant, il dit que c'est Claire qui l'a manipulé, qu'il était sous son emprise. Il t'aime toujours. Je n'écoute qu'une fois, puis je supprime tout. Chaque tentative de reconquête est une nouvelle couche de manipulation, un filet plus fin pour me ramener dans sa toile. Mais je vois clair maintenant. Je ne ressens plus la culpabilité qu'il essaie d'instiller. Au contraire, chaque appel, chaque fleur, chaque lettre renforce ma résolution comme de l'acier trempé au feu. L'enquête avance. La police me contacte, ils ont retrouvé mes affaires sur place, mon sac avec mes papiers. Je me présente au commissariat, calme, préparé. J'ai les captures d'écran des messages entre lui et Claire, les preuves de leur relation, la fiole que j'ai photographiée avant de partir. Je raconte tout, sans larmes cette fois, les humiliations, le contrôle, la tentative d'empoisonnement. L'inspectrice, une femme d'une quarantaine d'années au regard fatigué mais bienveillant, hoche la tête. Vous avez eu de la chance, Madame Leclerc. Et du sang-froid. Antoine est inculpé de tentative de meurtre avec préméditation. Les médias s'emballent, l'avocat parisien voulait-il supprimer son épouse pour sa maîtresse? La confrontation arrive lors d'une audience préliminaire au tribunal de Paris. Je suis cité comme témoin. Le palais de justice, avec ses couloirs froids et ses colonnes imposantes, sent la cire et l'angoisse. Je porte un tailleur noir sobre, les cheveux attachés, le visage sans maquillage. Antoine est là, amaigri, en costume froissé, escorté par des gendarmes. Quand il me voit entrer dans la salle, ses yeux s'illuminent d'un espoir désespéré. Il se lève à moitié, malgré les menottes. « Émilie » murmure-t-il. Le juge le fait rasseoir. Pendant ma déposition, je parle calmement, factuellement, décrivant la nuit dans la forêt, l'échange des vers, leurs mots que j'ai entendus. Antoine secoue la tête, les larmes coulant sur ses joues. Quand c'est son tour, il se tourne vers moi, ignorant presque le juge. « Émilie, regarde-moi. Tu sais que je t'aime. Tout ça, c'est un mensonge. Claire m'a piégé. Je n'aurais jamais. » Sa voix se brise, théâtrale. « Ne me quitte pas. Je t'en supplie. » Les journalistes présents notent chaque mot. Ses yeux implorants cherchent à percer mon armure, à réveiller la culpabilité, la peur, l'amour mort. Mais je reste de marbre. Je le regarde droit dans les yeux et, pour la première fois publiquement, je dis la vérité entière. Tu m'as trahi, humilié, manipulé pendant des années. Et cette nuit-là, tu as essayé de me tuer. Je ne reviendrai jamais. Ma voix ne tremble pas.
Un silence lourd tombe sur la salle. Antoine s'effondre, la tête dans les mains, pleurant comme un enfant. Le juge ajourne. Je sors du tribunal, l'air froid de décembre me fouettant le visage sur l'île de la Cité. Pour la première fois, je respire librement. Et elle continue encore un peu, des appels anonymes la nuit, des messages via des numéros inconnus. Tu me détruis, Émilie. C'est toi qui m'as fait ça. Mais je change de numéro, je demande une ordonnance de protection. Je déménage définitivement, cette fois à Lyon, loin de Paris et de ses souvenirs toxiques. Sophie m'aide à transporter les quelques cartons que j'emporte, mes livres, mes vêtements, rien qui vienne de lui. Le train quitte gare de Lyon sous un ciel gris, et je regarde la ville s'éloigner, les toits haussmanniens rapetissant à l'horizon. À Lyon, dans un petit appartement près de la Saône, je commence à reconstruire. Les tentatives d'Antoine s'espacent, puis cessent quand il comprend que je suis hors de portée. L'enquête le noie, les preuves sont accablantes, son cabinet le lâche, ses amis se taisent. Chaque fois que je pense à ces manipulations, les fleurs, les larmes, les mensonges éhontés, je sens mon armure se renforcer. Cette réaction désespérée, ce dernier sursaut pour garder le contrôle, n'a fait que confirmer sa noirceur. Je ne suis plus la femme qu'il connaissait, celle qui doutait d'elle-même. Je suis devenue quelqu'un d'autre, solide, lucide, libre. Le soir, en regardant les lumières de Lyon se refléter sur le fleuve, je murmure, c'est fini. Et pour la première fois, je le crois vraiment. Le divorce est prononcé un matin de printemps, dans une salle austère du tribunal de Lyon où l'air sent encore l'hiver. Le juge lit la décision d'une voix monocorde, rupture pour faute exclusive, attribution de la moitié des biens communs, interdiction d'approche pendant 5 ans. Antoine n'est pas là, il est en détention provisoire depuis des mois, son procès pour tentative de meurtre approchant. Quand je sors sur le parvis, le soleil timide réchauffe enfin mon visage. Je reste un instant immobile, les yeux fermés, laissant la brise du Rhône emporter les dernières chaînes. Je suis libre. Officiellement, irrévocablement libre. J'y récupère ma part, une somme suffisante pour ne plus jamais dépendre de quiconque. Je l'investis avec soin, un petit appartement lumineux dans le quartier de la Croix-Rousse, avec vue sur les toits en pente et les traboules mystérieuses. Je m'inscris à des cours d'écriture créative à l'université Lyon 3, le soir, après mes journées au nouveau lycée où j'enseigne la littérature. Les nuits ne sont plus hantées par les cauchemars de la forêt, elles sont devenues des espaces de création. Je tape sur mon ordinateur portable jusqu'à l'aube, vidant sur la page toute la douleur accumulée. Les mots coulent comme une thérapie, la manipulation lente, l'humiliation publique, la trahison ultime, la renaissance dans le chaos. Petit à petit, un roman prend forme, anonyme, mais profondément personnel. Un jour, Sophie m'invite à une réunion d'un groupe de soutien pour femmes survivantes d'abus conjugaux. L'association se rassemble dans une salle paroissiale du Vieux-Lyon, avec des chaises en cercle et du thé servi dans des tasses dépareillées. J'hésite longtemps avant d'y aller, craignant de raviver les plaies. Mais quand j'entre, les visages accueillants, les regards complices, me mettent immédiatement à l'aise. Ce soir-là, pour la première fois, je raconte tout, la réception au crayon, les messages découverts, la nuit dans la forêt de Fontainebleau, l'échange des vers, la fuite à travers les arbres. Ma voix tremble au début, puis gagne en force. Quand je termine, le silence est lourd, puis une femme plus âgée, Marcel, serre ma main. Tu es forte, ma petite. Tu as survécu à l'impensable. Les autres hochent la tête, certaines pleurent. Une jeune femme, Léa, me dit ensuite, ton histoire m'a donné du courage pour porter plainte contre mon ex. Pour la première fois, je me sens utile. Je commence à revenir régulièrement, à écouter, à partager, à inspirer. Ces femmes deviennent ma nouvelle famille, celle du choix et non de l'obligation. Paris est maintenant un souvenir distant, comme une ville visitée dans une autre vie. Je n'y retourne que rarement, pour des formalités administratives ou pour voir Sophie. La dernière fois, j'ai marché le long de la Seine, passé devant notre ancien appartement du Marais. Les volets étaient fermés, un panneau à vendre accroché à la porte. J'ai continué sans m'arrêter. Je voyage seul désormais, un week-end en Provence au printemps, quand les champs de lavande explosent en violet sous le soleil brûlant, une escapade en Bretagne l'été, où les vagues de l'Atlantique viennent lécher les falaises comme pour effacer les anciennes blessures.
Je marche des heures sur les sentiers côtiers, le vent salé dans les cheveux, savourant la liberté absolue de ne rendre de compte à personne. Le soir, dans des chambres d'hôtes modestes, je lis ou j'écris, un verre de vin local à la main, écoutant le silence. Un soir d'automne, au bord du Rhône, alors que les lumières de Lyon commencent à s'allumer une à une comme des étoiles tombées sur terre, je sors d'un sac les dernières photos de notre mariage que j'avais gardées. Antoine en smoking, moi en robe blanche, souriant devant la mairie du 4e arrondissement. J'allume un petit feu dans un bidon métallique sur la berge déserte, un acte symbolique, presque rituel. Une à une, je jette les photos dans les flammes. Le papier se recroqueville, noircit, disparaît en cendres emportées par le vent. Je reste longtemps à regarder les braises mourir, les larmes coulant sans bruit sur mes joues. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes de libération. La trahison m'a brisée, oui, mais elle m'a aussi reconstruite plus solide, plus consciente de ma valeur. Le roman avance bien. Je l'ai terminé en un an, tapé les dernières lignes un matin de décembre, les doigts engourdis par le froid qui s'infiltrait par la fenêtre. Je l'envoie à plusieurs éditeurs sous un pseudonyme. Quelques mois plus tard, une réponse arrive, une maison d'édition parisienne veut le publier. Le livre sort discrètement, sans photo d'auteur, sans promotion tapageuse. Pourtant, le bouche à oreille fonctionne. Les lectrices reconnaissent leur propre histoire dans ces pages, parlent de catharsis, de révélation. Lors d'une séance de dédicace anonyme dans une librairie lyonnaise, une femme s'approche, les yeux rougis. « Votre livre m'a sauvée », murmure-t-elle. Je signe simplement, la gorge serrée. Antoine, lui, disparaît peu à peu de l'actualité. Le procès a lieu, les preuves sont irréfutables, les messages, la fiole, mes témoignages, les analyses toxicologiques. Il est condamné à une lourde peine. Le scandale ruine sa carrière, son cabinet ferme, ses anciens amis se tairent. Je n'assiste pas au verdict, je l'apprends par les journaux, un soir, en buvant un thé devant la fenêtre. Je ne ressens ni joie ni vengeance, seulement un vide apaisé. Il n'a plus de pouvoir sur moi. Et la vie continue, plus douce, plus vraie. Je rencontre des amis sincères, des collègues du lycée, des membres du groupe de soutien, des voisins avec qui je partage des apéros sur les pentes de la Croix-Rousse. Un jour, peut-être, je rencontrerai un amour sain, quelqu'un qui me verra tel que je suis, sans vouloir me remodeler. Mais pour l'instant, l'indépendance est mon trésor le plus précieux. Je marche tête haute dans les rues de Lyon, sentant le vent de la liberté caresser ma peau comme une promesse tenue. Je savoure les petits plaisirs, un café crème en terrasse place Bellecour, un concert improvisé dans le métro, une exposition au musée des Beaux-Arts où je reste des heures devant les toiles de Monet, fasciné par la lumière qu'il capture. La France, avec ses paysages variés, symbolise parfaitement mon renouveau, des ombres profondes et menaçantes de la forêt de Fontainebleau aux lumières chaleureuses et accueillantes de Lyon, des nuits glacées de la trahison aux matins lumineux de la reconstruction. J'ai traversé l'enfer, j'en suis sortie changée, plus forte, plus entière. La protagoniste fragile que j'étais est devenue l'héroïne de ma propre histoire, épanouie, autonome, enfin maître de son destin. Parfois, le soir, je m'assois sur mon balcon avec un carnet et un stylo. J'écris non plus la douleur, mais l'espoir. Je note les petites victoires, une élève qui me remercie pour un cours qui l'a passionnée, une amie qui m'appelle juste pour prendre des nouvelles, un rayon de soleil qui perce les nuages pile au moment où j'en ai besoin. Je suis vivante. Vraiment vivante. Et cela, personne ne pourra plus me le voler. Si vous avez aimé cette histoire intense et émouvante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Activez la cloche pour être averti à chaque publication. Merci de votre soutien.